vais vous présenter aujourd'hui quelque chose de fondamental, initialement, de très général sur le vieillissement biologique, pour arriver à nos travaux sur les défenses immunitaires dans le poumon et leur vieillissement, et le lien avec la Covid. Voilà. Donc, peut-être, voilà, voilà la première slide que je voulais vous présenter. Donc, vous ne verrez pas ma souris, donc je vais vous guider en simplement mentionnant où sont les éléments à regarder. Donc, je travaille à l'Institut Curie dans le 5e arrondissement de Paris, vous le voyez en bas à gauche. Et aujourd'hui, je vais vous parler du vieillissement du point de vue biologique, du point de vue scientifique fondamental. Donc, qu'est-ce que le vieillissement de ce point de vue? Et pour l'illustrer, je vous présente des images d'espèces animales sur lesquelles je reviendrai, qui nous amènent en fait à une intuition qui est partagée par, je pense, tout le monde, qui est que le mécanisme de vieillissement biologique, il est universel, il affecte toutes les espèces, tous les animaux. Comment on le définit, ce vieillissement très divers? Alors, je voudrais énoncer 3 principes relativement simples qui permettent progressivement de bien cadrer les choses et la façon dont on peut concevoir le vieillissement. Le premier point, c'est que le vieillissement, c'est un peu ce que j'ai illustré précédemment, il n'est pas rigide dans la nature, il est variable, flexible, malléable, on peut le constater tous les jours. Pourquoi on a cette variabilité dans le vivant? Eh bien, ce que l'on a compris en biologie et en sciences depuis une vingtaine, trentaine d'années maintenant, c'est que les êtres vivants, les animaux, contiennent des systèmes de contrôle du vieillissement. Les exemples qui le montrent, c'est par exemple les palourdes, avec des cas spectaculaires de palourdes qui peuvent vivre jusqu'à 500 ans, alors que la moyenne de vie normale est 40 ans. Un autre exemple, chez des espèces plus proches de nous, les mammifères, on constate des durées de vie de 1 année pour la musaraigne jusqu'à plus de 200 ans pour la baleine boréale. Et puis, on sait par ailleurs déjà que des facteurs génétiques, naturellement, chez les organismes, peuvent contrôler le vieillissement. Donc, c'est le cas du ver C. elegans, qui est un ver expérimental au laboratoire. Et donc, les gènes DAF2 et DAF16 contrôlent en partie la durée de vie et donc le vieillissement. Et le troisième point clé sur le vieillissement en biologie, c'est la notion que ces systèmes de contrôle qui sont naturels, qui existent, eh bien, ils peuvent être modifiés expérimentalement, alors d'abord au laboratoire, de multiples façons. Donc, on peut intervenir sur les aspects génétiques, les aspects environnementaux, la nutrition, différentes molécules, et on constate que le vieillissement peut être accéléré ou ralenti. Et donc, ça signifie qu'il peut être étudié. Qu'est-ce que cette étude, quelles sont les implications de ces études sur le vieillissement, sur les maladies? Alors là, j'énonce des choses que vous connaissez probablement tous mieux que moi, mais qui me semblent importantes, encore une fois, à placer dans le cadre de nos recherches. Pourquoi s'intéresser au vieillissement d'un point de vue fondamental et comment on pourrait imaginer son applicabilité? Alors, une idée centrale, c'est que cibler le vieillissement pourrait avoir plus d'impact sur la santé humaine, la durée de vie en général et la durée de vie en bonne santé, que de cibler des maladies spécifiques du vieillissement. Donc pour illustrer ça, je vous présente des données un petit peu anciennes de 2002, publiées en 2002, mais qui illustrent bien, je pense, le concept, même si les données sont plus exactes au niveau quantitatif aujourd'hui, elles illustrent bien l'idée. C'est l'exemple de projections qui sont faites à partir de 50 ans. On imagine une population humaine à partir de 50 ans, et puis on est capable d'agir sur cette population de différentes façons. Donc en 1985, la durée de vie, l'espérance de vie de personnes de 50 ans, dans ces personnes considérées dans cette étude, c'était 81 années. Si à partir de 50 ans, on élimine complètement le cancer, donc une cure contre le cancer, eh bien on gagne quelques années de vie, on peut le constater ici, de 81, on passe à 85 ans. Si on élimine toutes les maladies cardiaques, on a à peu près ce gain de quelques années en durée de vie, ce qui est relativement faible. Si on combine un traitement total du cancer, un traitement total des maladies cardiaques déclaré à près de 50 ans, eh bien on n'arrive même pas à plus de 10 ans de prolongation de durée de vie. Et donc c'est la même chose si on inclut le diabète ou les arrêts cardiaques. Et donc la raison en fait derrière ces chiffres qui peuvent être surprenant, pourquoi si peu de gains pour des thérapies si complètes, c'est parce que ces maladies associées à la vieillesse, à partir d'un certain âge,
quand elles se déclarent, elles sont exponentielles. Et donc ça explique ces variabilités. Alors là, ce qui est intéressant, c'est une projection qui est faite à partir, c'est la dernière barre de mon graphique, la age retardation, qui est l'extrapolation d'études sur les animaux murins de laboratoire. Donc la valeur est probablement un petit peu artificielle, mais elle cadre quand même les choses. Et cette projection qui est faite sur des analyses de souris nous permet d'imaginer que de traiter le vieillissement en général à partir du milieu de la vie pourrait avoir plus d'impact que de traiter complètement les différentes maladies que j'ai citées. Donc ce sont des estimations bien entendu théoriques, mais qui nourrissent l'idée que cibler le vieillissement en général pourrait être quelque chose de très impactant sur la société. Et en dessous, je vous cite un exemple. Donc, comment on étudie ça chez l'homme? Ce sont les essais cliniques, bien évidemment. Et donc, je vous cite l'exemple de l'essai clinique TAME aux États-Unis, qui n'est pas encore lancé formellement avec les autorités nationales, qui a pour but d'une tentative de traiter, de cibler le vieillissement avec une molécule bien connue des diabétiques, qui est la metformine. Et tout le concept derrière cet essai clinique, c'est pour la première fois de proposer un ciblage des mécanismes du vieillissement plutôt qu'une maladie spécifique associée au vieillissement. Et là, il y a tout un enjeu sur le développement d'essais cliniques autour du vieillissement. Alors, je passe mes slides. Donc, le système immunitaire maintenant. Quelles sont les caractéristiques du vieillissement des systèmes immunitaires à proprement parler? Donc, il y a trois grandes caractéristiques associées au système immunitaire lors du vieillissement, qui sont toutes des notions, encore une fois, pour lesquelles on a tous des intuitions ou des résultats en tête. La première, c'est chez les personnes âgées, au cours du vieillissement, chez les animaux âgés, une capacité réduite de réponse à de nouveaux antigènes. Donc les antigènes, c'est un terme d'immunologie, mais ça signifie par exemple une plus faible réponse à de nombreux vaccins, une moins bonne réponse à de nouveaux virus ou de nouvelles bactéries, et puis dans le cas du cancer, l'incapacité du système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses possédant des mutations. Un deuxième point du vieillissement du système immunitaire, c'est une immunité réduite contre l'infection par des pathogènes déjà rencontrés. La grippe, le zona sont de bons exemples. Et puis une caractéristique systémique de l'organisme, du vieillissement du système immunitaire, c'est en fait le développement d'une inflammation systémique de relativement faible niveau, qui a été appelée en anglais inflamm aging, donc c'est une inflammation associée au vieillissement, et qui vraisemblablement contribue au dysfonctionnement de l'ensemble des tissus, et en particulier à des mécanismes de réparation ou de restauration beaucoup moins efficaces avec le temps. Alors, comment on étudie le vieillissement du système immunitaire au laboratoire? Alors, il y a deux grands axes. Le premier, chez l'homme, on peut penser à deux grandes familles d'études chez l'homme. Le premier, c'est l'étude du vieillissement chronologique, et donc là, on tombe sur les cohortes de suivi de personnes au cours du temps. Et le deuxième grand groupe d'études possibles, c'est l'étude de vieillissement prématuré. Ça a été déjà mentionné, l'infection VIH, et le progéria également est un bon exemple. Et donc, de par ces études chez l'homme, on a accès aux corrélats et aux marqueurs du vieillissement, on a la possibilité de faire des essais cliniques, mais je tiens à faire un point majeur ici, c'est que ces études chez l'homme ne permettent pas de réaliser des expériences au sens laboratoire, et donc on n'est pas capable d'affirmer les causalités du vieillissement de manière sûre avec des études chez l'homme de manière simple et efficace. Et donc on a besoin de modèles expérimentaux au laboratoire, et ça passe tout d'abord par les modèles animaux. À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèle plus simple que les modèles animaux pour étudier le vieillissement le plus proche possible de l'homme. Et donc à notre disposition, on a des modèles classiques, la souris, c'est un modèle que j'utilise au laboratoire, le poisson zèbre, le nématode, et des nouveaux modèles émergents spécifiquement dans la thématique du vieillissement. Donc le ratopnu est un animal qui est de plus en plus médiatisé, qui est effectivement très intéressant, qui a une durée de vie très longue et des capacités de résistance assez spectaculaires. Et puis à l'inverse, un petit poisson africain qui s'appelle le kili, qui est un vertébré, mais qui a une durée de vie, une espérance de vie très très courte. Et donc qui à l'inverse permet de comprendre qu'est-ce qui accélère dans la nature le vieillissement. Et
En parallèle de ces modèles animaux qui sont essentiels, la possibilité d'étudier certains mécanismes sur des modèles cellulaires in vitro, et donc d'en inférer, à l'aide de ces études au laboratoire, les mécanismes de causalité du vieillissement, et puis de tester et de mettre au point des nouvelles molécules. Alors, comment le système immunitaire vieillit? Quels sont les mécanismes par lesquels les cellules du système immunitaire vont vieillir? Donc, à gauche de cette figure, vous est symbolisé une petite roue avec ce qu'on réfère, ce à qu'on réfère dans le milieu comme les caractéristiques cellulaires du vieillissement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces caractéristiques. Il y a des éléments qui peut-être sont familiers pour vous, comme les chromosomes, les cellules, la nutrition, le métabolisme des cellules. Le point clé qui est entouré d'un cadre rouge, c'est la stabilité du génome. C'est un point majeur, donc c'est la double hélice d'ADN qui est représentée. Et comme je vais vous le montrer, donc la capacité de maintenir un génome et donc un ADN stable et en bon état est un élément majeur pour ralentir le vieillissement. Et donc à droite, je vous illustre ça de manière microscopique avec des photographies de noyaux de cellules qu'on voit en bleu, donc 3 exemples à chaque fois, pour 3 conditions qui vous sont symbolisées verticalement. Et ce sont des noyaux de cellules, donc le noyau qui contient l'intégralité des chromosomes des cellules. Donc on peut commencer par le bas du graphique, ce sont les cellules contrôle. On a 3 cellules, on va dire rondes, de 3 noyaux de cellules ronds ou ellipsoïdes qui correspondent aux situations normales. Ce sont des cellules en bon état. Et au-dessus, vous sont présentés des noyaux de cellules de la progéria, qui est un bon exemple. Chez l'homme tout d'abord en haut, et puis en dessous la souris qui possède une mutation qui reproduit la pathologie progéria chez la souris. Et donc on constate qu'en fait ces noyaux sont extrêmement déformés au niveau de leur aspect, et ce qui conduit à des lésions dans l'ADN. Et donc ça c'est vrai pour progéria, mais c'est vrai également au cours du vieillissement chronologique ou d'autres modèles de vieillissement accéléré. Ces vieillissements des cellules sont caractérisés par des défauts de protection du génome. Et ce point clé va me permettre d'arriver au poumon, vous allez le voir. Alors, si l'ADN est fragile et si on doit le protéger, quand est-ce qu'il peut s'abîmer au cours du temps, au cours de la vie des individus et donc de leurs cellules? Ici, une notion clé de biologie qui est assez intuitive, mais qu'il est important de mentionner à cette étape de la présentation, c'est que les cellules, et en particulier les cellules immunitaires qui surveillent notre organisme, migrent dans les tissus. Et c'est ce qui est symbolisé à gauche avec une petite illustration qui vient d'un journal de vulgarisation biologique. Ce sont des cellules qui sont représentées avec à mauvaise échelle des enfants qui poussent ces cellules, mais l'illustration, elle vous en fait symbolise l'idée que les cellules dans notre organisme se déplacent, surtout les cellules immunitaires, et elles le font dans un environnement extrêmement dense qui nécessite que ces cellules se déforment. Elles ont besoin de se déformer, de se compacter, de modifier notamment leur noyau pour passer dans tous ces petits espaces étroits qui constituent nos tissus. Et à droite de l'écran, vous voyez donc maintenant une expérience au laboratoire. Donc c'est des expériences qu'on réalise avec l'équipe de Mathieu Piel à l'Institut Curie, où on observe une cellule qui passe dans un petit canal qui a été fabriqué au laboratoire, donc c'est un canal artificiel, et puis qui au milieu, on a la perception que cette cellule à un moment passe dans un espace beaucoup plus petit, donc qui a été créé lors de la fabrication de cet outil, et qui passe difficilement, mais qui passe à travers cet espace. Donc ici, les dimensions sont calibrées avec ce qu'on retrouve dans les tissus humains. Et donc on voit cette cellule qui se déplace, et lorsqu'elle se déplace, vous pouvez voir les petits points blancs qui s'affichent, qui s'allument en fait dans cette cellule, en fait dans le noyau de cette cellule. Et ces points blancs, c'est en fait des signes de lésion sur l'ADN. On utilise ici un marqueur des dommages sur l'ADN, et donc lorsque les cellules passent dans les tissus, elles progressivement abîment leur ADN au cours du temps. Et donc elles le font tout le temps dans l'organisme, elles migrent tout le temps, et donc elles perpétuellement cassent, réparent leur ADN. Et une question que l'on souhaite poser, donc ça c'est quelque chose qu'on a découvert au laboratoire avec Mathieu Piel en 2016, ce mécanisme de cassure de l'ADN lié à la migration. Et ce que l'on souhaite comprendre maintenant, c'est si ce mécanisme de cassure de l'ADN au cours de la migration pourrait être impliqué dans le vieillissement. Et
Où pourrait-il jouer un rôle majeur? Et donc là, ça m'amène sur le poumon et le Covid. Alors, pourquoi? Donc, les mécanismes du vieillissement immunitaire dans le poumon. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Tout d'abord, à gauche, pour le recadrer dans la Covid-19 que vous connaissez, l'idée simple et qui nous a fait nous intéresser à cela également, c'est cette réalisation très précoce qui a été faite que le risque de fatalité dû à la Covid augmente fortement avec l'âge. Et donc, il existe vraisemblablement des mécanismes de vieillissement qui sont responsables de ça, qui ne sont pas encore connus. Quelles cellules du poumon pourraient être importantes pour la Covid-19 et en particulier le risque associé au vieillissement? Eh bien, on sait de par d'études sur d'autres virus, par exemple le virus de la grippe, que les macrophages alvéolaires sont des cellules clés du poumon pour les défenses antivirales. Donc ici, à droite, je vous symbolise un poumon qui zoome sur une alvéole, et puis on voit un macrophage. Donc les macrophages sont ces cellules qui mangent un petit peu tous les débris du poumon, et qui se déplacent d'une alvéole à une autre pour nettoyer le poumon, attraper les bactéries qui seraient inhalées, etc. Et participent également à la réparation des tissus lorsqu'il y a des infections virales. Donc encore une fois, dans des modèles par exemple de virus de la grippe au laboratoire, c'est très clair que les macrophages alvéolaires sont nécessaires et leur bonne programmation, leur bon fonctionnement est nécessaire pour protéger contre le virus de la grippe. Et donc une question qui nous intéresse majeure au laboratoire, c'est de comprendre le rôle de ces macrophages dans la Covid-19, notamment au cours du vieillissement. Est-ce que ces macrophages pourraient casser leur ADN, comme je vous l'ai montré précédemment, et est-ce que ça pourrait donc contribuer au vieillissement? Là, je vous présente des résultats qui sont issus de travaux récemment publiés, mais pas par notre laboratoire, par un laboratoire au Canada, qui vous montre, donc c'est une image de microscopie électronique en noir et blanc que vous voyez. Le point central, c'est que on voit une cellule en fait au milieu, donc c'est un peu difficile pour avoir l'habitude de regarder ce type d'image, mais ce qu'il faut voir, c'est les structures déformées. C'est une cellule et le noyau dans cette cellule qui passe entre deux alvéoles, alvéolus 1 et alvéolus 2. Et donc, je pense qu'on peut voir sur cette image que lorsqu'un macrophage passe d'une alvéole à l'autre du poumon, eh bien, c'est un espace étroit, très étroit. La porte est petite et donc le macrophage doit déformer son noyau pour passer d'une alvéole à une autre et donc faire sa fonction de nettoyage. Donc ça suggère que peut-être la migration du macrophage pourrait avoir un impact sur l'ADN et que donc au cours de la vie du macrophage, il est très important de protéger l'ADN des macrophages du poumon. Et donc on arrive au modèle que l'on étudie au laboratoire, qui est en fait un modèle qu'on étudiait avant l'épidémie de Covid-19, mais qui donc nous a permis tout de suite de réagir sur ce modèle. Et ce sont des travaux qui nous ont, en fait, on s'intéressait au vieillissement et à ces lésions de l'ADN, et on a vite compris que le poumon était un site majeur de l'organisme où les lésions de l'ADN liées à la migration pouvaient probablement avoir un effet. Et donc on a réussi à mettre en évidence un nouveau modèle de vieillissement accéléré des macrophages du poumon. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une souris, c'est une lignée de souris en fait qui possède une mutation dans un gène qui code pour une protéine qui protège le noyau des cellules. Donc normalement, le noyau des cellules est protégé. Cette souris a une mutation, la protéine n'est pas là, et le noyau est moins bien protégé. Et il va casser son ADN plus fréquemment. Mais ça va pas se faire dans toutes les cellules. La souris est globalement normale, pour des raisons de la façon avec laquelle on a construit cette souris. La souris est normale, mais ces macrophages spécifiquement dans le poumon vont présenter des lésions beaucoup plus fréquentes de l'ADN. Et c'est ce que je voulais vous montrer sur ces données sur la diapositive. Donc à gauche, on regarde en fait, c'est une petite carte qui montre les différentes cellules immunitaires du poumon, en bleu dans la souris mutante et en orange dans la souris sauvage. Et j'ai entouré en rouge la zone des macrophages alvéolaires. Ici, une cellule est symbolisée par un point. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que les macrophages alvéolaires sont présents dans la souris sauvage, mais on les perd dans la souris mutante. Alors que toutes les autres cellules du système immunitaire, le bleu et l'orange sont mélangées, elles sont à peu près normales. Donc il y a quelque chose de très spécifique sur ces macrophages alvéolaires. Et puis à droite, je vous montre une quantification. Alors peu importe les valeurs absolues qui sont représentées, ce qu'il faut lire, c'est que en noir sont représentées les souris sauvages. Donc ici on mesure les dommages sur l'ADN, donc un niveau très bas à un instant T de dommages de l'ADN.
Et lorsqu'on regarde notre souris mutante et ces macrophages des souris mutantes, on voit qu'elles ont beaucoup plus de lésions dans l'ADN. Le peu de cellules qui restent à gauche, les peu de cellules bleues qui restent à gauche, ont énormément de lésions dans l'ADN. Donc ça nous laisse penser que probablement, effectivement, les lésions dans l'ADN impactent les macrophages du poumon. Et comment ceci pourrait être lié au vieillissement et aux infections virales? Alors, on a pris nos souris, et puis on a réalisé une expérience classique de laboratoire qui est de les infecter par le virus de la grippe. Nous sommes en train, en travaillant avec le laboratoire de Bernard Malissen à Marseille, de construire les souris nécessaires pour l'infection par le virus de la Covid-19. Donc c'est des modèles très très récents, puisque le virus n'infecte pas normalement la souris. Et donc d'ici quelques mois, normalement, je devrais être capable de vous donner les mêmes résultats suite à une infection SARS-CoV-2 chez la souris. Mais aujourd'hui, on a des résultats avec le virus de la grippe. Et ce qu'on mesure, c'est le poids de la souris. Donc la souris infectée, lorsque l'infection est très sévère, perd du poids. Et on mesure cela au cours du temps, au cours de quelques jours. Et donc dans ce type d'expérience, en noir, on a des souris sauvages et qui perdent du poids, mais pas à des niveaux très bas. Et donc elles peuvent se rétablir de l'infection si on continue la courbe remonte. Alors qu'en rouge, notre souris mutante qui présente des lésions de l'ADN dans les macrophages du poumon perd du poids beaucoup plus vite, et en fait on est obligé de sacrifier éthiquement les souris et du fait de la pathologie induite par le virus de la grippe. Et donc notre hypothèse, c'est que des résultats similaires devraient avoir lieu avec le virus de la Covid-19. À droite, ce que je vous montre maintenant, c'est comment on le relie au vieillissement. Et bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'expression des gènes, la signature, la photo, si vous voulez, de ces macrophages de notre souris mutante à droite, et on l'a comparé à des signatures transcriptomiques des mêmes cellules de souris âgées. Ce sont des données qui étaient récemment disponibles, et on a été très agréablement surpris de constater qu'en fait de nombreux gènes sont exprimés en commun entre les macrophages alvéolaires de nos souris et de souris âgées de manière chronologique, physiologiquement. Et donc ça, on a pu le vérifier par tout un tas d'autres méthodes, et donc effectivement, on peut dire que nos souris présentent des macrophages alvéolaires avec une signature de vieillissement accéléré, similaire en partie à celle du vieillissement chronologique. Et donc en conclusion, nous avons à notre disposition un nouveau modèle qui présente des lésions de l'ADN des macrophages alvéolaires, conduisant à un profil fonctionnel qu'on lie au vieillissement en fait naturel des souris pour l'instant, et qui a un effet en fait sur les réponses antivirales. Et ma dernière slide va être la suivante. C'était pour conclure sur l'impact de la Covid-19 sur le secteur du vieillissement. Simplement pour vous donner mon point de vue de chercheur sur ce qui s'est passé un petit peu la dernière année, les interactions avec Jérôme Diff notamment. Donc le premier point, c'est que le vieillissement, c'est un facteur majeur de prédisposition à la Covid-19, vous le savez, mais le point qu'il faut bien saisir, c'est qu'il n'est pas encore compris du point de vue scientifique. On n'a pas toutes les explications, on a peu d'explications en fait pour bien comprendre la raison de cette prédisposition. L'impact qu'a eu la Covid-19, notamment en France, en Île-de-France, c'est la mise en réseau des chercheurs, je pense, renforcer les liens entre recherche fondamentale et clinique, amener à la connaissance des chercheurs les cohortes telles que celles qui sont portées par Jérôme Diff et d'autres sur le vieillissement, comprendre et essayer de mobiliser de nouveaux financements pour ces recherches, et puis l'idée que des projets structurants sur la thématique du vieillissement vraisemblablement vont ou devraient émerger de ces nouvelles questions. Et parce qu'il reste des questions majeures de biologie fondamentale, qu'est-ce que le vieillissement chronologique? Comment se déroulent les mécanismes de ce vieillissement chronologique? Qu'est-ce qui l'accélère? Qu'est-ce qui le retarde? Comment on intègre les différentes échelles du vieillissement, les molécules, les cellules, le tissu, l'organisme, comment tout ça se met en jeu? Et puis, de manière ultime, comment on peut potentiellement intervenir, modifier le vieillissement? Et je vous remercierai en remerciant également les personnes qui ont participé à ce travail que je ne vais pas lister par gain de temps. Je vous remercie pour votre attention.